Il y a deux aspects essentiels à préciser sur la question de Mozambique. D'abord, il faut penser que cette crise aujourd'hui entre la Renamo et le Frélimo n'est pas une crise qui devrait être vue comme une crise simplement d'aujourd'hui ou qui a commencé en 2012. Il faut savoir que la crise au Mozambique, ou le conflit entre la Renamo et le Frélimo, on peut le considérer comme une crise qui se pose dans l'histoire de Mozambique lui-même, c'est-à-dire l'incapacité de produire à Mozambique où tous les partis de Mozambique se sont tirés parti de ces projets de Mozambique crée en fait des problèmes, des tensions entre ceux qui représentent des différentes branches de la société mozambicaine. Je pense que d'une part, la RENAMO représente ceux qu'on peut appeler des marginalisés, ceux qui ne font pas partie de ce circuit de production de la richesse nationale. Donc, ce sont d'une part ou de l'autre totalement méprisés. Et donc, c'est une question historique de la manière dont Mozambique a été produit, la manière dont l'économie politique de mouvement fonctionne. Et de l'autre, je pense que la crise aussi est surtout parce que le Frélimo, depuis 1975, qu'il gère donc l'État et le pouvoir, n'arrive pas nécessairement à créer des espaces de partage de pouvoir. C'est-à-dire que le processus, par exemple, de démocratisation qui a commencé en 92, j'appellerais pas nécessairement démocratisation, j'appellerais plutôt la libéralisation politique, qui a commencé en 92, n'a pas pu redéfinir la manière de fonctionnement du pouvoir comme on l'a été, par exemple, en 75, quand le Front a pris le pouvoir, il a géré de manière très centralisée. Et cette question-là a posé beaucoup de problèmes après 92. Donc, il n'a pas eu l'ouverture sociale du pouvoir. C'est-à-dire, le pouvoir n'est pas partagé par les différentes élites qui voulaient aussi participer à l'État. Donc, ces deux aspects, la marginalisation d'une part de toute une partie de la société mozambicaine, crée des tensions. Et la RENAMO va représenter ceux qui sont totalement frustrés par le Frélimo, par la manière dont il gère l'État. De l'autre, il y a des revendications des élites de la RENAMO qui veulent aussi participer à la gestion de l'État. Donc ces deux aspects structurent en fait cette question de la crise au Mozambique. Je pense qu'il est vrai que la question des ressources naturelles, elle se pose avec une certaine acuité, parce que comme on le sait bien, toutes les ressources naturelles sont surtout au nord et au centre des pays. Voilà. Donc, il cède définitivement dans ces deux régions où la plupart de la population pauvre, donc au Mozambique, s'y trouve. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une contradiction entre, d'une part, l'exploitation des richesses naturelles, mais de l'autre, il y a une pauvreté qui est très grandissante. C'est-à-dire, il y a un paradoxe. Comment est-il possible qu'il y ait beaucoup de ressources naturelles qui sont exploitées, mais de l'autre côté, il y a moins de transformation sociale, sans que le discours de la Banque mondiale lidérait le développement social, le développement politique, etc. Donc, cet aspect est très important parce que les populations ils se sentent marginalisées de ces processus d'exploitation des richesses. Et une grande partie de la richesse qui est produite dans ces deux régions est consommée surtout à la capitale, à Maputo. La capitale à Maputo, qui se trouve à l'extrême sud du pays, qui en fait n'a aucune liaison avec ces deux régions. Donc la RENAMO, en utilisant le discours selon lequel vous êtes en train d'être exploité, les gens arrivent à penser que la RENAMO représente une alternative à la manière dont l'économie politique de Mozambique fonctionne. Même si moi, en tant que politiste, je ne crois pas que la RENAMO soit une alternative, parce qu'en fait, tout ce qu'elle fait, c'est utiliser le dégoût, l'angoisse, et cette pauvreté des populations pour produire un discours qui n'est pas alternatif, mais qui peut être, disons, efficace pour qu'ils puissent revendiquer et probablement accéder à une sorte de partage de pouvoir politique. Et ça, c'est une chose. De l'autre autre chose, je pense que les ressources naturelles aussi elles posent le problème parce que l'économie politique du fonctionnement dont s'exploitent les ressources naturelles en Mozambique, on sait bien qui exploite. Ce sont surtout les gens qui sont liés au parti qui est au pouvoir. Et les élites locales de ces deux régions n'ont pas la capacité de l'exploiter ni d'en tirer des avantages s'ils ne font pas partie de ce parti. Donc, ils peuvent aussi utiliser le discours que ces régions nous appartiennent, mais on n'a pas la capacité d'y participer. Donc, la manière dont fonctionne l'économie politique, c'est-à-dire qui exploite, comment exploite, pour quels objectifs, crée certainement une sorte de conflit dans la manière dont on voit cette question de ressources. Troisième chose, c'est la question de l'espoir excessif par rapport aux ressources naturelles. Les gens ont beaucoup d'espoir. C'est-à-dire que le charbon, le gaz, le pétrole créent beaucoup d'espoir dans les gens. Mais en même temps, l'exploitation avance,
Mais le Mozambique continue à être le troisième pays le plus pauvre au monde. La pauvreté est très écrasante. La pauvreté n'est pas simplement une pauvreté économique, c'est une pauvreté aussi politique. Ça veut dire que les populations, ils sont dépossédés de toute possibilité d'être des sujets de production de leur propre histoire. Et ça crée certainement une certaine angoisse plus généralisée. Et c'est le projet politique de Mozambique lui-même qui est en cause. Comment peut-on vivre ensemble si le Mozambique n'est pas utile socialement? Définitivement, je pense qu'au Mozambique, depuis 92, qu'on a fait la guerre civile qui a commencé en 76, 81, 92, qu'après, il y a eu un accord de paix en 92, qui de facto était basé sur deux choses essentielles. Un partage du pouvoir d'une part, à travers la décentralisation, de l'autre, c'est la question d'intégration des hommes de l'armement dans l'armée. Voilà, ça c'était la revendication. Après 92 jusqu'à 2004, on a bien vu qu'aucune de ces deux revendications, de ces deux aspects de l'accord, ont été mises en place. D'ailleurs, le Frélimo a exclu l'essentiel des militaires de l'armement dans l'armée. Deuxième chose, le Frélimo n'a pas ouvert socialement le pouvoir, c'est-à-dire on n'a pas partagé en fait le pouvoir. La décentralisation n'a pas été utilisée, pas pour renforcer le pouvoir local, pour donner plus de pouvoir à l'armement ou bien à d'autres acteurs qui seraient des alternatives par rapport à l'armement et à au Frélimo, mais au contraire, ça donnait le Frélimo à décentraliser pour mieux conserver le pouvoir en donnant, en faisant semblant qu'il définitivement il est intéressé de décentraliser, de moderniser l'État, de n'être plus par localité, pour faire en sorte que la communauté dite internationale puisse voir comme un pays qui est exemplaire. Mais l'essentiel, on sait bien que le Frélimo a décentralisé le centralisme. Et ça a créé l'exclusion de la plupart des élites de l'armement, a créé l'exclusion d'une grande part de la population qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas considérés des citoyens, parce qu'ils ont municipalisé, ils ont créé des municipes dans une partie des régions, dans 53 municipalités, mais on devrait créer plus ou moins 428 municipalités. Donc on est très loin de l'essentiel du projet de décentralisation. Deuxième chose, si toute l'économie politique, comme je le répète, est contrôlée par les gens de Frélimo, c'est-à-dire que les hommes de Renamo, qui est le parti d'opposition le plus important au Mozambique, ils se sont totalement exclus. Et comme la parole pour le Frélimo ne fonctionne pas, ils utilisent définitivement la question de l'arme. En 2014, le 5 septembre 2014, il y a eu un autre accord parce qu'on a eu une guerre 2012-2014. La même chose, on va réintégrer, on va départiser, ça veut dire on va créer une séparation entre l'État et le parti Frélimo, on va réintégrer les hommes de Renamo dans l'armée, etc. Ces revendications, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas été respectées. C'est-à-dire que les accords ne sont pas respectés sur son essentiel. Maintenant, on est dans une trêve où on dit définitivement on va mettre en place le programme de décentralisation. Mais la question qui se pose véritablement, c'est que ces programmes, ces accords ne sont pas capables de résoudre le problème. Parce que le problème, il dépasse le Frélimo et la Renamo. La question essentielle qui se pose, c'est que si le Mozambique n'est pas utile socialement pour les gens qui y habitent, c'est-à-dire qu'en fait, il y aura toujours des guerres, du moins civiles, si on considère que la guerre civile, c'est la participation des gens qui revendiquent contre l'État qui est en place, c'est-à-dire qu'on va continuer à avoir ça. Mais de l'autre part, si le Frélimo décentralise le pouvoir, c'est-à-dire qu'il perd la partie de contrôler, ça veut dire le pouvoir local. Et je ne vois aucune possibilité que le Frélimo puisse survivre s'il ne contrôle pas la loyauté. Imaginez dans le cas de Mozambique, s'il y a des élites locales qui ont de pouvoir, qui ont plus de visibilité, qui ont plus de puissance, qui sont indépendants aux machines de partis politiques. C'est-à-dire qu'en fait, le Frélimo, en tant que parti relativement autoritaire et centraliste dans son fonctionnement, n'aurait plus de pouvoir pour contrôler ces élites locales, qui auraient plus de visibilité, et ils dépendraient plus de la population et pas de parti. Et je ne vois pas le Frélimo définitivement accepter une décentralisation dans ce terme. La Renamo, la même chose. La Renamo ne veut pas la décentralisation parce qu'il veut donner plus de pouvoir aux localités. Il veut de la décentralisation pour lui permettre d'accéder à l'État au niveau local, mais en faisant fonctionner dans les thèmes centralistes. Parce qu'en fait, c'est ça la manière dont le fonctionnement. C'est pour ça que moi je dis que les revendications de la Renamo et de Frélimo sont des revendications en prenant le discours de démocratisation et de centralisation comme essentiel, mais qu'au fond de leurs revendications sont des revendications antidémocratiques et même antidécentralistes, disons dans ce terme.